Bonjour, ici Jean Sinotte du studio Photomode à Québec. Aujourd'hui, je présente une suite à ma capsule Nikon Réveillez-vous pour parler du Z5 brièvement et aussi des rumeurs qui circulent là, sur les prochains boîtiers qui s'en viennent chez Nikon. Tout d'abord, bien écoutez, le Z5, je crois que c'est un bel appareil. Il est bien né également. Nikon a enfin écouté les critiques en installant à l'intérieur 2 ports de carte SD. Et on pourrait dire que c'est un Z6 allégé. Le truc du Z5, je trouve, c'est contrairement avec les anciens boîtiers d'entrée de gamme qu'on trouvait là, autrefois, par exemple les D600, les D610, on avait même, si on recule plus loin, les D80, D90 qui, eux, avaient une grippe d'acier qu'on pouvait installer là, sur ces boîtiers-là. Aujourd'hui, Nikon semble avoir abandonné l'existence des grippes, en tout cas sur certains modèles. Si on regarde le D780, qu'on voit la disparition de la grippe, et sur le Z5 également, qu'on n'a pas de grippe possible d'installer parce qu'il n'y a pas les contacts en dessous du boîtier. Par contre, peut-être une suggestion à Nikon. Écoutez, moi, je filme présentement avec un Sony ZV-1 et j'ai une petite télécommande ici là, que je peux actionner à distance mes fonctions vidéo, certaines fonctions. Je peux même prendre des photos lorsque j'enregistre avec la petite grippe qui fonctionne Bluetooth. Donc, je ne comprends pas que Nikon ne sorte pas une grippe, du moins sans être complète, mais au moins avec un déclencheur et qu'on va pouvoir, qui pourrait fonctionner avec le Bluetooth et qui serait drôlement mieux que juste le batterie grip qui est quand même compatible avec le Z5, mais qui a comme fonction de pouvoir mettre seulement 2 piles. Donc, c'est bon pour les vidéastes, mais pour le photographe, il n'y a pas vraiment d'incidence là, pour avoir 2 piles ou une pile là, lorsque je suis en shooting photo. Donc, le Z5 également, l'autre chose qu'on va retrouver, c'est au niveau de son prix. C'est un boîtier qui est quand même dispendieux. Si on regarde la concurrence, bien, on va voir qu'on peut avoir des trucs drôlement bien, entre autres chez Canon. Je vous mets ici un petit tableau des prix comparatifs. Donc, comme on voit, le Z5 présentement se vend 1900 $, alors que le Canon RP, qui est l'entrée de gamme également du côté Canon, se vend 1200 $. Là où aussi on a une bonne différence, ça va être avec les objectifs inclus. Donc, on peut avoir le Z5 avec le nouvel objectif 24 à 50 mm qui est à ouverture variable entre 4 et 6.3 pour 2300 $. Alors que le Canon RP, si on va chercher l'objectif de base, un 24-105 ouverture variable également, pour 1600 $. Donc, on peut voir qu'il y a quand même une bonne différence de prix entre le Z5 et le Canon RP. Et également, si pour 100 $ de plus que le kit de chez Nikon, bien, je pourrais avoir un Canon RP avec l'objectif professionnel 24-105 f4 à ouverture fixe pour 2400 $. Donc, on peut voir que la différence de prix, quand même, chez Nikon est beaucoup plus élevée qu'on va retrouver chez Canon, exemple, avec le RP. L'autre chose également qui est à noter, c'est l'adaptateur FTZ qui permet de mettre les objectifs à monture F sur la monture Z, DZ. Bien, écoutez, cet adaptateur-là va se vendre dans les 300-330 $, alors que chez Canon, il se vend 99 $. Si on compare le prix du Z5 avec le Z6, comme vous voyez sur la photo, bien, un Z5 avec l'adaptateur FTZ, bien, il va coûter 2230 $, alors que le Z6, présentement, on peut le retrouver à 2600 $ avec l'adaptateur inclus. Donc, on a une différence de 370 $ entre les deux modèles. Et c'est là qu'on voit que le Z6 a un net avantage
à aller chercher cet appareil-là. Bon, parce qu'on va avoir plusieurs choses que le Z5 ne possède pas. Les gros avantages du Z5, c'est bien entendu le 2 ports de carte. C'est un boîtier qui va être tropicalisé comme le Z6 l'est présentement et a une vitesse d'observation d'un 8 millième de seconde. Les contres de ce boîtier-là, bien, il n'y a pas assez une grosse différence de prix avec le Z6 lorsque celui-ci est en promotion avec la bague FTZ. Le Z5 devrait être fourni là, avec la bague d'adaptation et je crois que ça aiderait les gens à aller faire la transition tranquillement sans miroir. Et la dernière chose que la série Z ne possède pas, c'est un écran orientable dans tous les sens. C'est seulement un écran qui est basculable, qu'on va pouvoir incliner vers le haut, vers le bas, comme le D850E, mais qui n'est pas rétractable sur le côté, comme avec le ZV1 ici, que je suis capable de me voir en train de filmer ma capsule. Donc, ce serait un plus aussi également à apporter à la série Z. Maintenant, avec l'annonce du Z5, parce que je ne veux pas élaborer plus que ça, on a vu déjà là, des tests sur l'appareil, puis je crois que l'appareil est quand même excellent. C'est son prix qui est encore trop dispendieux pour qu'est-ce que l'appareil offre. Mais Nikon avait l'opportunité de faire l'annonce des rumeurs qu'on peut voir sur Internet de plus en plus, soit les Z7S et Z6S. Et on sait dorénavant, selon les rumeurs et une source Nikon Rumeurs en anglais qui est assez fiable, que ces boîtiers-là auront 2 ports de carte. Moi, je suis persuadé que ça va être un port de carte CF Express qui, j'espère, sera compatible avec nos cartes XQD qu'on a présentement dans nos D850 et un port de carte SD. Donc, je ne crois pas l'apparition de 2 ports de carte CF Express, c'est-à-dire parce que, bon, on va encore grossir le boîtier. Et également, on va avoir l'avenue de grippe complète avec ces modèles-là. Et Nikon aurait pu vraiment annoncer le développement de ces boîtiers-là plutôt que de laisser planer des rumeurs et nous dire que, bon, ça s'en vient et que ces boîtiers-là auront, comme par exemple aussi, 2 processeurs, comme on peut voir dans les rumeurs, et sûrement que si c'est le cas, bien, on va être en mesure de vraiment voir des différences au point de vue de la mise au point et tout ça, parce qu'il va y avoir un processeur fort possiblement dédié à la mise au point et un processeur dédié au reste. Bref, on verra qu'est-ce que ça en sera exactement au lancement de ces boîtiers-là. L'autre chose qui me réconforte avec les rumeurs sur les nouveaux Z, c'est-à-dire le Surfix S qu'ils vont porter. Et on a vu le D5 passer au D6 qui, en réalité, n'est pas une aussi grande amélioration qu'on pouvait voir entre, par exemple, un D4 et un D5 à l'époque, ou un D3 et un D4. On avait les D3S, comme le D300, D300S. Donc, on avait des boîtiers qui avaient évolué, qu'on apportait des améliorations, qui gardaient les mêmes capteurs et qu'on retrouvait le préfixe S là, à la fin du numéro de modèle. Donc, je crois que les rumeurs qui rapportent que les Z6 et Z7S conserveront les capteurs actuels, c'est une bonne chose. Entre-temps, on a vu l'apparition du Canon R5. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails de cet appareil-là parce qu'il y a déjà plusieurs tests et reviews sur Internet et non plus sur la question du surchauffe du capteur lorsqu'il est en 8K. Je suis photographe et non pas vidéaste, donc le côté vidéo m'importe peu. Mais par contre, c'est un appareil qui, avec son capteur de 45 mégapixels, vient concurrencer directement le Z7. Et là, Canon ont quand même un prix de départ assez élevé, soit de 5 300 $ pour cet appareil-là, parce qu'il vient combiner beaucoup d'éléments vidéo. Et moi, si je suis photographe, même si l'appareil comporte ces éléments-là,
bien, je ne m'en servirai pas et par contre, je vais le payer dans le prix du boîtier. Je vous mets ici à l'écran une photo du Canon R5 de son prix de 5 400 $, alors que le Z7S, on ne connaît pas encore le prix naturellement, mais si on prend le prix de départ du Z7, on a 4 500 $. Et pour la grippe, pour chacun, la grippe du Canon coûte 500 $, alors que chez Nikon, on n'a pas encore de grippe pour les Z, mais si on se réfère à la grippe du D850, bien, ça coûte 530 $. Donc, qu'est-ce que cela veut présager? Nikon a une opportunité vraiment de venir brouiller les cartes et de venir attirer non seulement les gens comme moi qui attendent un bon appareil complet chez Nikon pour faire le passage avec les 100 miroirs, et aussi les gens qui seraient présentement avec les anciens, c'est-à-dire avec le système de monture DSLR chez Canon, et qui pourraient revoir le prix du Canon R5 un peu trop élevé. Donc, si Nikon viendrait qu'à lancer leur Z7S en conservant le prix de 4 500 $ qu'il était lors du lancement du Z7, bien, je pense que Nikon a une opportunité ici de venir vraiment brouiller les pistes pour bien des gens. Moi-même, le Canon R5 m'intéresse grandement, mais comme je disais, je vais attendre, j'attendrai pas indéfiniment, mais je veux attendre voir qu'est-ce qu'en sera Nikon. Et c'est pour ça que je vous dis que Nikon a une fenêtre. Ils doivent nous annoncer le développement de ces appareils-là parce que, écoutez, on arrive à la fin de l'été. La prochaine des choses qu'on va savoir, on va commencer les magasinages pour le temps des fêtes et tout ça. Donc, il va y avoir beaucoup de gens qui vont regarder pour s'équiper avec un 100 miroir. Et si Nikon n'ont rien d'annoncé d'ici ce temps-là, il va y avoir beaucoup de gens qui vont peut-être passer chez Canon directement ou même Sony qui ont des excellents produits également. Et la preuve, je filme avec le petit Sony ici dont la mise au point est remarquable. Et on a vu également avec les tests du R5 que maintenant Canon viennent vraiment rivaliser avec Sony au point de vue de l'autofocus sur les yeux. Et maintenant, je veux vous apporter un élément très, très important concernant les futurs Z de Nikon. Tout le monde parle que les prochains Z devraient avoir un autofocus amélioré au point de vue du tracking, au point de vue de la priorité sur les yeux, etc. Mais personne ne parle de la sensibilité du système de mise au point à faire la mise au point en faible lumière. Parce que moi, j'ai essayé le Z7, le Z6 en lumière tamisée, exemple lorsque je fais du boudoir en studio, bien je peux vous dire que les Z patinent vraiment lorsque j'utilise surtout les capteurs d'extrémité, lorsque je tombe dans les côtés. Et c'est souvent là qu'on va faire notre zone des yeux. Par exemple, si je suis en mode portrait, bien, je vais avoir souvent le visage en haut et l'autofocus va venir faire le focus sur les yeux, alors qu'avec celui-ci, le système du D850, je suis obligé de venir chercher avec le collimateur le plus haut, venir verrouiller ma distance et après ça, prendre la photo. C'est l'avantage d'avoir des boîtiers qui sont sans miroir avec la mise au point sur les yeux. Par contre, lorsque j'utilise mon fameux 105 mm, et c'est l'objectif que j'affectionne particulièrement pour le portrait, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, bien écoutez, avec les Z, ça patinait comme je vous expliquais, alors qu'avec mon D850, parfois, j'ai de la difficulté à voir moi-même parfaitement la zone de mise au point dans mon viseur et ça accroche en tout temps, même avec les collimateurs d'extrême. Donc, et là, je vous mets une photo pour illustrer tout ça afin qu'on puisse mieux comprendre. Bon, comme vous voyez, la sensibilité du système autofocus chez Nikon avec le D850 est de moins 4 IL à plus 20. Donc, c'est le moins 4 qu'on regarde ici. Alors que présentement, avec le Z7,
Bien, on va voir que la sensibilité du système de mise au point réel est de -2 à -19. Il est indiqué, là, en parenthèse, qu'il peut aller jusqu'à -4, mais ça, c'est avec l'assistance de la petite lumière de l'autofocus dans le noir. Et juste pour vous dire, écoutez, j'ai eu le même type de résultat avec le Z7 que j'avais autrefois avec le D810. C'est-à-dire qu'avec mes collimateurs extrêmes, mon 105 mm patinait. Et aussitôt que j'ai acheté le D850, c'est instantané et ça va toujours à la merveille. Et maintenant, si on compare avec le Canon R5, on voit que la sensibilité du système est à -6 et que le Sony A7R4 est à -3. Donc, on voit la différence de la sensibilité du système autofocus dans le noir. Et ça, c'est important. J'espère que Nikon vont y avoir pensé parce que quand même, j'aurai le meilleur système autofocus et avec le meilleur suivi et tout ça, ça nous prend au moins l'équivalent du D850 et je ne verrais pas pourquoi que Nikon passerait aux côtés de ça. Donc, j'espère chez Nikon que vous avez pensé à augmenter la sensibilité du système autofocus parce que ça fait partie d'un tout. Et je présume qu'ils doivent l'avoir fait, surtout s'ils s'en viennent avec 2 processeurs comme les rumeurs le rapportent. L'autre chose également, c'est pourquoi ne pas inclure l'adaptateur FTZ tout de suite au départ? Parce que, écoutez, chez Canon, le même genre d'adaptateur est 100 et chez Nikon est 330 $. Donc, je m'explique mal 3 fois le prix pour l'adaptateur. Donc, vous avez des choses au point de vue marketing que vous pouvez faire, que vous pouvez penser et qui seraient un plus. Quitte à demander pour les possesseurs de montures F d'appareils comme moi, bien, envoyez-moi votre numéro de série et on vous remet gratuitement un adaptateur FTZ. Ça pourrait être une façon de m'attirer, de me conserver chez Nikon. Bref, il y a des choses qu'on peut faire au point de vue marketing et qui pourraient nous satisfaire. L'autre chose aussi également, c'est faites attention à la qualité de finition de vos boîtiers. C'est tout le temps des petits trucs, mais qui deviennent fatigants. Je m'explique, on voit présentement sur Internet plusieurs propriétaires de Z6 et Z7 qui rapportent que ici où il y a la grippe, le caoutchouc, si on a les ongles qui vont toucher ce fameux caoutchouc-là, que ça va se désagréger assez rapidement. Il y en a qui n'ont pas eu de problème. Mais est-ce une série de caoutchouc de mauvaise qualité qu'ils ont eu? Je ne sais pas. Moi, j'ai 2 D850, je les utilise, mes doigts vont dans le fond et puis j'ai aucun des caoutchoucs là, qui est endommagé ou usé prématurément à cause de ça. Donc, c'est une chose à faire attention chez Nikon, de vraiment s'assurer de la finition du produit. Une autre chose, un détail, mais qui fait la différence au point de vue de la qualité, ça va être aussi simple que la porte du compartiment à pile. Chez Nikon, on a encore 2 petites charnières en plastique. Quand on essaie de l'enlever, la plupart du temps, ça va casser. Je ne comprends pas que sur un boîtier comme le D850, qu'on retrouve encore des charnières en plastique de basse qualité comme ça. Alors que je vous montre à l'écran la charnière du couvert à pile pour le R5 qui, lui, a vraiment un ressort dedans, va avoir un loquet. Donc, c'est vraiment très, très simple. Et Nikon, c'est une autre chose, en tout cas, que je vous demande de regarder, c'est tous ces petits détails-là qui font en sorte qu'on ne verra pas au bout de 2-3 mois d'usure que des gens rapportent des caoutchoucs qui décollent ou qui se désagrègent ou qu'une porte de compartiment à pile elle a cassé à cause des charnières très minces en plastique. Un autre élément aussi que je veux vous entretenir, c'est sur la roadmap des objectifs de Nikon. On voit, je vous mets ici à l'écran un tableau des prochains objectifs à venir. Comme vous voyez, la roadmap nous indique qu'un 24-105 verra bientôt le jour, soit vers la fin de 2020
ou début 2021 ou plus tard, j'espère. Et on ne connaît pas l'ouverture, mais je présume que ça sera de F4 également. Là où que je me pose de sérieuses questions, présentement, le 2470 F4 se vend 1300 $, alors que le Canon 24-105 mm F4 également, qui est stabilisé, contrairement au Nikon, se vend seulement 150 $ plus cher, donc 1450 $. Alors, comme vous voyez, je me demande quel sera le prix d'un 24-105, alors que présentement, le 24-70 se vend 1300 $. Ça laisse présager un prix assez élevé, merci. Et ça m'a apporté à aller voir qu'est-ce qui se faisait comme prix aussi dans les longueurs de focale que moi j'affectionne. Comme par exemple, ici, on voit que le Nikon 20 mm se vend présentement 1400 $. Chez Sony, on va avoir 1200 $, donc 200 $ de moins pour le même type d'objectif, même ouverture. Alors que chez Sigma, on va retrouver le 20 mm 1.4 à 1000 $ qui est disponible là, pour Sony également. Par la suite, j'ai comparé le 85 mm. Et c'est vraiment intéressant parce que on voit que le Nikon est vraiment le plus cher de sa gamme pour une ouverture de 1.8, alors que le Sony, on va avoir 800 $ pour 1.8. Et ici, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est le nouveau Canon qui a été annoncé en même temps que le R5. Il est d'ouverture de 2 et en plus de ça, il est stabilisé pour 850 $. Donc 200 $ moins cher que chez Nikon. Et on a toujours l'option d'avoir un autre fabricant qui est Samyang ou Rokinon qui fabrique des 85 mm 1.4 pour 860 $. Et c'est pour ça que je vous dis, Nikon sont vraiment dispendieux, mais il faudrait qu'ils revisent le politique de prix parce que c'est un tout. Hein? Comme moi, je vais passer un système sans miroir. Comme je vous disais tantôt, le R5 il est très dispendieux. Il se vend, si on compare avec le Z7 au départ, il se vend 1000 $ de plus. Par contre, si je vais chercher les objectifs, je vais récupérer cette différence de prix-là en achetant des objectifs Canon. Et c'est l'inverse. Si je jette un Z7 à 1000 $ de moins qu'un Canon R5, mais mes objectifs vont coûter plus cher pour la même chose que je vais devoir me procurer. Donc, ça vient s'équilibrer et il n'y a pas de gagnant-gagnant. Ça va être la compagnie qui va m'offrir le plus pour mes besoins. En conclusion, bien écoutez, moi je pense que Nikon doivent absolument nous annoncer prochainement, d'ici septembre, l'arrivée des Z6S et Z7S. Nous indiquer également leur planification pour ce qui est des objectifs un peu plus lumineux qu'on n'a pas. On a seulement quelques objectifs qui s'en viennent. Et on veut voir l'apparition d'objectifs professionnels. Nikon pourrait sortir un 85 mm 1.4 avec un prix en bas de chez Canon et vraiment pourrait venir attirer les gens chez eux. Ils ont une belle fenêtre pour venir annoncer tout ça. J'espère qu'ils vont en profiter et qu'ils feront les petites modifications dont j'ai parlé et d'autres que j'oublie parce qu'il y a d'autres gens sur les utilisateurs de chez Nikon qui ont de très bonnes idées. Et de là, d'écouter votre clientèle, d'écouter ce que les gens recherchent. Et vous allez voir, un peu comme vous l'avez dit vous-même dans votre lancement de Z5, que vous aviez écouté les critiques et c'est pour ça que vous aviez mis 2 ports de carte SD. Depuis le départ, on vous demande également une grippe. Ça n'a pas été fait avec le Z5. Ça va être fait avec les Z6S et Z7S. Mais j'espère que vous allez aussi régler le problème des caoutchoucs, puis aussi la sensibilité du système autofocus. J'espère de demeurer avec Nikon et vous n'êtes pas loin d'avoir des beaux boîtiers parfaits. Vous avez la recette avec le D850, comment réussir, c'est pourquoi que les gens l'adorent, bien, vous l'avez les caractéristiques dedans. Vous avez seulement à l'adapter avec un boîtier en Z
et vous allez avoir une formule gagnante tout en respectant un prix raisonnable. Parce que, écoutez, déjà, vos objectifs sont plus chers que la concurrence. Donc, il faut penser à avoir un prix de lancement qui sera vraiment alléchant. Et comme je vous disais, n'oubliez pas d'inclure l'adaptateur FTZ. Écoutez, pour le prix que ça doit vous coûter, il y a différentes façons de le mettre en mise en marché et de garder vos photographes chez vous, comme moi, comme plusieurs autres attendent. Donc voilà, c'était pour faire une petite suite à ma capsule Nikon Réveillez-vous. Et j'ai des produits intéressants que j'ai commandés qui s'en viennent. Et je ferai des capsules là-dessus, je n'en dis pas plus long, mais on a des belles surprises à venir. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Ooh.